Bon alors, pour une rentrée en forme, j'ai décidé de vous emmener à la salle Benalla. La salle Benalla, c'est la salle de sport de l'Assemblée nationale. Parce que moi, tu viens? Parce que moi, c'est une de mes grandes déceptions. C'est ouvert la salle de sport, monsieur, ou pas? Elle est fermée. Elle est fermée, elle ouvre quand alors? Demain matin. Et elle est ouverte de quelle heure à quelle heure? Demain, elle est ouverte de 8h30 à 15h30. D'accord, ok. Bon, bah comme c'est fermé, on va aller sous Montesquieu comme d'habitude, quoi. Tant pis, ce sera pour la semaine prochaine, la visite de la salle Benalla, quoi. Alors voilà, je fais ma rentrée, pareil que je fais ma rentrée avec retard, tu vois. Déjà, dès le début de l'année, boum, cancre. Parce que il aurait fallu que je sois aux universités d'été, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il est pas là, bon machin. Je vais expliquer après, mais simplement maintenant, si je pisse debout, on va dire que c'est de la politique, si je pisse assis, c'est de la politique, et puis ça va être des interprétations, tout comme ça. Non, simplement, moi, j'ai mes gamins, je les avais pendant 15 jours à moi, et je voulais profiter de mes gamins. Et par ailleurs, c'est vrai que j'étais pas pressé de rentrer. J'étais pas pressé de rentrer parce que pendant les vacances, j'ai pas mal lu. J'ai pas mal écrit, tu vois, j'étais en mode intellectuel qui refait le monde, un peu artiste, tout ça. Et je me sentais bien rester là-dedans, je pense que je suis à un tiers d'un bouquin. Et je me sentais bien rester là-dedans jusqu'à temps que j'ai terminé mon bouquin. Et donc je suis un peu coupé dans mon élan intellectuel et je me retrouve à replonger dans la pétaudière. Et ces trucs de petites phrases, de petites mesures, de Macron a déclaré ceci, Édouard Philippe cela, les irréductibles gaulois, enfin machin, bon. Ça me saoulait de rentrer là-dedans, alors que j'ai quand même touché pendant les vacances à des choses beaucoup plus essentielles. J'ai lu le bouquin de Pablo Servigne sur comment tout peut s'effondrer. En fait, c'est comment tout va s'effondrer quand tu lis le bouquin, et je pense que c'est un propos qui est vachement intéressant. Et maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait en attendant que ça s'effondre, quoi. C'est un peu... des proches, j'ai écrit un bouquin, c'était Vivons heureux en attendant la mort, quoi. C'est qu'est-ce qu'on fait en attendant que ça s'effondre. Je pense qu'on va recevoir Pablo Servigne, on va avoir un débat avec lui, on va avoir un débat aussi sur notre bouquin qui l'entraide. J'ai lu le bouquin de Pierre Jox, Cas de conscience. Pourquoi? Parce que je m'intéresse au Conseil constitutionnel, il était membre du Conseil constitutionnel. À l'intérieur, une anecdote qui est marrante. Je sais plus en quelle année, 1300 et des poussières, dans un bled, je crois, en Normandie, il y a un cochon. Les cochons à cette époque-là, ils étaient faits pour ramasser les ordures. Ils bouffaient les ordures dans les rues du village, donc ils erraient librement et boum, en bouffant les ordures, ils bouffent aussi le nez d'un gamin, ils bouffent les deux mains d'un gamin. Tu vois? Et donc là, ils font un procès au cochon, mais un vrai procès. Le cochon est un avocat, ça se déroule sur la place du village, il est quasiment considéré comme une personne, il est responsable de ses actes, et donc on interroge le cochon pour savoir comment ça se fait qu'il a fait ça, il est défendu, et on a rassemblé, les habitants sont rassemblés, et finalement il est décidé de, la loi du talion, de lui couper le groin, de lui couper ses deux pattes, et ensuite de le tuer puisque l'enfant était mort. Bon, et on rassemble les cochons du village pour qu'ils assistent au supplice, tu vois, et pour qu'ils mémorisent ce que ça fait et du coup que ça les dissuade à l'avenir. Et donc bah voilà, le supplice se déroule comme ça. Et il raconte, Pierre Jox, qu'il y en avait d'autres avec des ânes. Bon, en un sens on peut considérer que c'est cruel, en un autre sens l'animal est pleinement considéré, donc c'est assez bizarre. Bon, c'est une anecdote que j'ai retenue. J'ai lu un bouquin sur Lucrèce, tu vois, comme on s'éloigne dans l'Antiquité, on prend du recul par rapport à l'actualité de ce 21e siècle. Bon. Et j'ai lu aussi un bouquin sur Au nom du réalisme. C'est un propos qui m'intéresse, c'est-à-dire comment on te rappelle en permanence au réalisme quand tu veux faire des choses. Et l'un des points intéressants, c'est que la figure de proue du réalisme, c'est Philippe Pétain, qui était entouré d'un tas d'intellectuels qui ont monté des revues dans les années 20 et les années 30 qui s'appelaient Réalisme, qui ne parlaient que de réalisme, et l'homme du réalisme c'est Pétain, et évidemment l'homme de l'utopie c'est De Gaulle. Alors tu choisis ton camp, camarade. Bon, voilà mes petites lectures d'été, et bon voilà, c'est vrai que j'ai bien écrit aussi, et après tout ça, j'étais pas pressé de rentrer. Bon, maintenant on y est quand même. Qu'est-ce que je vais raconter? Là tu couperas quand même. Tiens, on revient là de l'hôpital psychiatrique. On était à Sainte-Anne. On revient à l'hôpital psychiatrique puisqu'il y a eu une manif, il y a un début de grève, il y avait des gens de Rouvray, il y avait des gens du Havre, il y avait des gens d'Amiens. Et je vois un lien, moi, entre ce qui se passe dans la psychiatrie et la crise environnementale. La démission de Hulot, évidemment, qui en est un symptôme, et c'est un beau cri d'alarme qu'il a lancé. C'est sans doute ce qu'il a fait de plus efficace comme ministre, hein. C'est sans doute sa démission. Bon. Et donc, c'est quoi le lien?
c'est justement le mot lien, tiens. C'est-à-dire que la psychiatrie, c'est évidemment ce qu'il y a de plus spirituel. Ça touche l'esprit, ça touche la tête, ça touche le lien et la relation. Et en fait, tu vois, je me souviens, j'ai fait la visite du Havre, de l'hôpital Pierre-Janet. Je l'ai fait, il y avait des caméras de François et tout ça, et je leur montrais, regardez le lit, les gens qui sont obligés de dormir dans le couloir, regardez, ils mangent avec une assiette sur les genoux et tout ça. Mais j'ai bien senti au fur et à mesure de la visite que, comme dirait le renard du Petit Prince, l'essentiel est invisible pour les yeux. Et que c'est pas ça l'essentiel de ce qui est détruit, c'est pas des services, c'est qu'il n'y a plus de lien, il n'y a plus de relation. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de temps. Et donc avant on faisait des crêpes avec les patients, on me raconte avant on faisait des matchs de foot avec les patients. Avant là à Sainte-Anne on me disait il y avait une association de vélo, il y avait un potager, tout ça est détruit. Ces activités d'intermédiation, parce que bon, d'abord, il n'y a plus de temps pour la parole dans les services, mais même quand on enferme quelqu'un qui a déjà raconté son histoire 157 fois, qu'on le met dans un bureau et qu'on lui demande de raconter sa vie à nouveau, c'est pas forcément comme ça qu'on va y arriver. Par contre, en revanche, peut-être qu'en faisant des crêpes ensemble, eh ben, c'est comme ça que la parole va surgir. Et donc, c'est dans la construction de ce lien qu'on essaye de rétablir quelque chose. Et ce lien n'existe plus dans la psychiatrie, et il est remplacé par des biens, par de la technique, par des choses, en l'occurrence ce sont les médicaments. Et ça me paraît être un miroir grossissant de l'époque que le lien soit remplacé par des biens que dans le cœur du psy, donc de l'esprit, eh bien même là on pense technique et on ne pense pas idée, on ne pense pas relation, on ne pense pas lien. Et évidemment, je pense que pour la suite, si on veut sauver la planète et se sauver nous-mêmes et peut-être sauver notre âme aussi, c'est aller vers moins de biens, plus de liens. Aujourd'hui, l'enrichissement, le bien-être, ça Wilkinson le montre très bien, Dominique Bourg nous en a parlé, le bien-être il ne naîtra pas d'avoir un iPhone 8G, 16G, 32G, 96G, j'en sais rien, mais il naîtra davantage de bien-être naîtra de notre capacité à interagir avec les autres. Il est évident que de toute façon, ils pourront faire des petites broutilles, tu vois, comme on taille les haies là. On pourra dire qu'on taille les haies un peu plus bas pour permettre un peu plus de biodiversité des insectes à l'intérieur des haies de l'Assemblée nationale. Tu vas pouvoir avoir des trucs comme ça. Ok, dans chaque projet de loi, ils vont nous trouver une petite virgule environnementale, sans doute. Mais l'orientation générale du tout, c'est le discours qui n'a pas évolué, qui n'a pas bougé. Là, tu vois, on est en commission des affaires économiques, on est sur la loi Pacte. Le C de Pacte, c'est croissance. Et l'objectif, c'est d'aller d'obtenir un point de croissance supplémentaire. Et je le dis toujours, mais j'ai les discours de Mitterrand, j'ai les discours de Sarkozy sur on va aller le chercher avec les dents, le point de croissance. J'ai les discours de Chirac et j'ai même des discours de Giscard, tu vois. Ça veut dire que quand j'étais dans le ventre de ma mère, tu avais déjà le président de la République qui te disait qu'on va avoir un point de croissance ou 2 points de croissance, la croissance va revenir et grâce à ça on va sortir de la crise et tout va être merveilleux. Bon, et donc ce discours se poursuit. Je ferai un démontage en règle de la croissance, y compris d'un point de vue rouge, y compris d'un point de vue partage. C'est-à-dire qu'on n'a pas à attendre demain d'avoir un plus gros gâteau, il faut se répartir dès aujourd'hui le gâteau qui existe et qui est déjà pour la France tout à fait considérable. Mais disons que ce truc de la croissance, de la concurrence, de la compétitivité, de tout ça, là, de la privatisation, de la simplification administrative, tout ce truc, ça fait 40 ans qu'on l'attend. Il n'y a rien de neuf. C'est une langue vieille, c'est un projet qui est vieux, ce sont des mesures qui sont vieilles, qui n'ont rien de neuf, tu vois. Il n'y a pas de... Il y a je sais pas, on dirait un choc, une rupture épistémologique. Là, tu vois, il parle de disruptif, mais il faudrait une rupture épistémologique. Prendre en compte l'écologie, prendre en compte la planète, prendre en compte l'environnement sérieusement, c'est une rupture épistémologique et déjà qui te fait balayer la croissance. Tu ne comptes plus là-dessus pour que les gens vivent mieux. Et de toute façon, les gens, ils peuvent vivre mieux aujourd'hui sans croissance, en répartissant mieux les richesses existantes déjà, et puis ensuite en allant vers d'autres formes de richesses relationnelles et tout ça. Et donc, tu vois, il y a une image qui m'est venue. Je ne sais pas si tu connais le portrait de Dorian Gray. Si tu ne connais pas, c'est une œuvre d'Oscar Wilde. Et si tu veux, Dorian Gray, je crois que c'est un aristocrate anglais, et il a le droit à un bénéfice, un sort, mais un sort qui paraît bien au début, bénéfique, et puis finalement, qui est un véritable sortilège, c'est qu'il ne vieillit pas. Il est beau, Dorian Gray, il reste éternellement beau, et
sa laideur morale et son vieillissement, en revanche, se reflètent dans son tableau quand il va le regarder, tu vois. Eh bien, je pense que Dorian Gray, c'est Macron. Macron, en vérité, ce qu'il porte, c'est d'une vieillesse, c'est d'une tristesse. Mais ils ont trouvé le thatchérisme à visage poupin. Ce projet très vieux, giscardien, tu vois. Non mais attends, qui date, mais alors c'est pompidolien, ce truc vraiment... Et alors déjà à l'époque, ça devait parfois un peu sentir la naphtaline, mais alors aujourd'hui c'est complètement mité. Mais ils le font porter par un mec qui est jeune, tu vois, qui a ce visage poupin. Et donc ça passe, mais c'est comme le portrait de Dorian Gray. Et en vérité, je pense que quand Macron se regarde dans un miroir, il voit ce qui est la réalité de son être vieilli depuis toujours. Bon, enfin, donc voilà, je reviens avec une forme comme ça. Bon, alors, dernier point peut-être. Depuis le 8 mars dernier, où j'ai fait un discours sur les femmes de ménage à l'Assemblée nationale, on a souhaité essayer de porter concrètement ce dossier, de faire améliorer. Bon, vous savez, qu'est-ce que je vais changer, moi? Franchement, je ne vais pas changer la face de la France hein, pendant 5 ans. Il n'y a pas un amendement qui va passer, tout ça. Bah, peut-être que je vais réussir à améliorer, je me dis, la situation des femmes de ménage de l'Assemblée nationale. Donc, je me suis mis en relation avec le premier questeur, Florian Bachelier. On a eu une première rencontre, il me semble, au mois de juin, je crois. Hein. Et bon, j'y allais en mode revendicatif, j'avais rencontré les syndicats, j'avais rencontré des femmes de ménage, j'avais pris des contacts dans d'autres institutions où ça se passait mieux, et j'y allais en mode revendicatif, j'avais des chiffres, j'avais un dossier qui était vraiment bien monté, j'avais les stats de tous les femmes de ménage de l'Assemblée nationale, sur 80% de femmes, il me semble, sur le nombre de temps partiel, très massif, sur le fait qu'il n'y en a que 5 qui ont le 13e mois, et j'arrivais avec 3 demandes, qui la première, c'était que les femmes n'aient pas à travailler en horaire décalé, c'est-à-dire que moi je considère que les femmes de ménage, elles peuvent rentrer dans mon bureau, même quand j'y suis, même quand mes collaborateurs, elles passent, elles font la salle de bain, elles font les toilettes, ok, elles viennent nettoyer, prendre la poubelle. En quoi c'est gênant qu'elles le fassent pendant que je suis là? Ça prend 5 minutes, tu vois. Et donc, il n'y a pas besoin de les faire venir à 6 h du matin du bout de leur banlieue pour faire ça. Deuxième point, c'est qu'on réduit le nombre de temps partiel et qu'on fasse qu'elles n'aient pas à aller de ce chantier à un autre chantier avec en plus le temps de coupure qui ne serait pas payé. Et le troisième point, c'est que le 13e mois, il soit pour tout le monde, alors que là, il est que pour les contremaîtres, vraisemblablement. Donc voilà un peu les 3 points. Voilà, j'y allais en mode revendicatif. Et puis, bon, Florian Bachelier nous a proposé de nous inscrire tous les deux dans une démarche de dialogue social à laquelle je ne suis pas habitué. Mais j'ai dit, bon, bah, on va essayer, pourquoi pas, pour améliorer la situation des femmes de ménage de l'Assemblée. Alors, 2 trucs. D'abord, j'ai fixé une date limite. Le 8 mars prochain, au bout d'1 an, je fais le bilan. Soit, avec Florent Bachelier, nous sommes très heureux d'avoir en effet amélioré, ne serait-ce qu'un petit peu, le sort des femmes de ménage de l'Assemblée nationale, et j'en serai fier. Et je serais fier de l'avoir fait avec quelqu'un de la majorité sur lequel je peux être en désaccord avec tout le reste, mais là-dessus on aura avancé ensemble, bon, très bien. Soit, eh ben, j'en tirerai les conclusions, c'est que je me suis fait entuber comme plein de personnes qui se sont inscrites dans des démarches de dialogue social, quoi. Donc voilà, mais la conclusion sera tirée le 8 mars prochain, et je pense que d'ici là, je vais demander une commission d'enquête sur les emplois de service à dominante féminine, service à domicile, assistante maternelle, femme de ménage, et puis auxiliaire de vie sociale, peut-être une proposition de loi. Je vais essayer de travailler sur ce sujet de manière plus globale, mais voilà en gros. Et on a eu une première note qui a été faite par un haut responsable de l'Assemblée nationale, et bon, c'est vrai que c'est complètement décourageant, c'est sur le plan juridique. Le mec, il te sort tous les obstacles juridiques au fait de vouloir conquérir ce que je t'ai décrit. Et alors, ce qui m'a le plus stupéfait, c'est que là encore, tu as l'Europe, quoi. Tu vois ce qu'on veut, c'est quand même pas la révolution que je propose, quoi. Mais pour dire que versement d'un 13e mois obligatoire, ouais, mais là, c'est une atteinte au droit de la concurrence. Alors, la concurrence, c'est le truc sacré de l'époque, tu vois. Atteinte au droit de la concurrence, on risque de se retrouver devant la Cour de justice, machin. Je crois bien que c'est à peu près la même chose, je m'en souviens plus, je l'ai lu au début de l'été, mais enfin, fin juillet, mais je crois que c'est à peu près la même chose sur diminuer le nombre de temps partiel, c'est s'introduire dans le truc de l'entreprise. Bon,
Bon, bah, j'espère quand même qu'on va y arriver. Et puis à la limite, il faut prendre le risque d'aller devant la Cour de justice européenne. Moi, je crois, on y reviendra. L'Europe, on va en parler cette année, c'est forcé. Mais je crois à la nécessité de désobéir régulièrement au droit de la concurrence à Bruxelles et ainsi de suite. Bon, on va y aller parce que là, j'ai un rendez-vous avec mon président de groupe. Et je suis déjà en retard. Alors voilà. Bon, allez. Salut tout le monde.